les différentes modalités de la respiration. Donc on a dit qu'il y avait systématiquement une surface d'échange. Alors celle-ci pouvant être spécialisée, donc dans un appareil respiratoire ou non. En fait, il y a toujours une toute petite fraction de respiration tégumentaire chez tous les organismes, hein, même nous. Le phénomène de passage des gaz à travers cette surface et la diffusion. Alors, le côté tégument, je mets presque rien, puisque les flux se font à travers essentiellement les appareils respiratoires. Si ce n'est qu'avant la possibilité de diffusion, qui suit bien sûr la loi de Fick, hein, ça va de soi, il y a nécessairement de la dissolution. Donc, ça c'est en milieu aérien, dans l'eau qui tapisse les poumons ou dans les trachéoles. Donc comme le cas des insectes est un petit peu particulier, je vais faire les insectes plutôt vers le bas et on considérera qu'on a le poumon ici. Donc si on est dans le cas d'une alvéole, on va rajouter du surfactant. Alors il faudrait plutôt le mettre dans une nuance de orange-jaune, mais moi j'ai rien qui soit suffisamment visible et qui soit dans ces teintes-là. Donc phénomène de dissolution et donc phénomène aussi de perte d'eau. Et une surface d'échange respiratoire, si elle permet des flux importants par l'oxygène à cause des caractéristiques de la loi de Fick, elle permet aussi des flux d'autres gaz, en particulier la vapeur d'eau, puisque la finesse, l'étendue de la surface d'échange reste la même qu'on s'intéresse à de l'oxygène ou qu'on s'intéresse à de la vapeur d'eau. Donc nécessairement, le long d'une surface d'échange respiratoire, il y a des pertes d'eau. Le milieu extérieur, donc c'est soit de l'eau, soit de l'air. Donc ici, si je dessine les pertes d'eau, il s'agit bien sûr d'un système aérien. Mais il peut s'agir aussi d'un système aquatique avec de la convection. Et un contrôle de la convection qui est différent selon qu'il s'agit de l'eau ou de l'air. Donc si c'est l'air, c'est la pression partielle en CO2 qui est l'élément de contrôle de la convection. Et si c'est l'eau, c'est la pression partielle en oxygène qui est déclencheur de la convection et qui active, quand on a une diminution de la pression, une augmentation de la pression partielle en CO2, on a activation de la convection, une diminution de la pression partielle en oxygène, on a activation de la convection aussi. Donc que ce soit des mammifères, que ce soit des insectes, ça ne change rien, que ce soit des invertébrés ou des vertébrés, ça ne change rien. Les stimulus de contrôle de la ventilation sont les mêmes, quels que soient les organismes. C'est le paramètre le plus limitant dans le milieu considéré. Donc diffusion à la surface d'échange, convection pour le renouvellement, et cette convection s'appelle la ventilation. Qu'il s'agisse d'eau ou d'air, le même terme s'applique, c'est le terme de ventilation. Ensuite, donc bien sûr, cette convection, c'est ce qui entretient les gradients de pression partielle. Donc le renouvellement de l'eau permet d'apporter de l'oxygène, le renouvellement du CO2
le renouvellement de l'eau permet d'éliminer le CO2 et de garder des pressions partielles importantes, des différences de pression partielle importantes de chaque côté de la surface d'échange. Ensuite, on a de la circulation. Et c'est là où nous allons être obligés de couper le schéma, sauf les insectes. Donc chez les insectes, c'est une distribution directe. Donc on a beau essayer de faire un schéma général, on ne peut pas inclure les insectes dans ce schéma général. Alors il y a une circulation de l'eau et une circulation de l'air. Ici je vais faire le cas particulier, pardon, une circulation du fluide externe, une circulation du fluide interne. Je vais faire le cas particulier d'une circulation à contre-courant, où le fluide interne circule dans le sens opposé du fluide externe. Ce fluide est généralement propulsé par un cœur. Alors là, il peut y avoir une simple ou une double circulation. Donc si je le dessine comme ça, il s'agit plutôt d'un poisson. Ou d'un invertébré, puisque je ne fais qu'un seul passage par le cœur et non pas deux. Donc deux possibilités. Simple ou double circulation, ce qui change la pression du sang le long de la surface d'échange et sa possibilité de finesse. À l'intérieur de ce sang, si c'est du sang, il peut y avoir une hématie avec de l'hémoglobine. Donc là, nous sommes bien sûr chez les vertébrés. Donc dans le cas des vertébrés, on a de l'hématie, on a un plasma et de l'hémoglobine sous forme tendue, puisqu'elle provient des organes et elle a fait tout ce chemin. Des ions HCO3- dans le plasma et des groupements carboxyle sur l'hémoglobine. On est sur une carbamine hémoglobine en forme T. Par la transition allostérique, alors je vais peut-être dessiner en rouge, elle se verra mieux quand même cette hématie. Par la transition allostérique, on passe sur une forme R. Avec une forte affinité pour l'oxygène. Et si le renouvellement est bon, donc une saturation complète de l'oxygène parce que il y a une différence de pression partielle suffisante de part et d'autre de la surface d'échange. Une libération du CO2, soit directement à partir des formes carbaminées, soit parce que les ions HCO3- sont retransformés grâce à l'anhydrase carbonique en CO2 qui repart. Donc là, le phénomène, le mécanisme, c'est le phénomène de transition allostérique. Qui permet la prise en charge de l'oxygène et la libération du CO2, au moins chez les vertébrés. Au niveau des organes, on a à nouveau le phénomène de transition allostérique. Tiens, on va se faire un code couleur pour la transition allostérique. Ça va être ça, transition ici,
transition là. Transition vers la forme T, c'est pour ça qu'on la retrouve à l'entrée dans la surface d'échange. L'organe libère du CO2 parce qu'il fait la respiration cellulaire. Donc ça, c'est le lien entre la respiration cellulaire et la respiration de l'organisme tout entier. Le CO2, en passant par les massifs, forme des ions HCO3-. Là, je ne remets pas les équations. Hein. On est sur un schéma global. Et l'hémoglobine peut fixer des groupements CO-, passer sous forme T. Et ensuite être propulsé par le cœur, qui est une fonction de pompe, donc qui est souvent une pompe aspirante, en particulier chez les invertébrés, qui permet d'aspirer, de récupérer l'hémolymphe, mais on verra que chez les vertébrés, elle est aussi aspirante. Et puis, c'est une pompe foulante qui met sous pression et qui envoie le sang dans des vaisseaux. Alors, nous allons mettre les vaisseaux en pointillés par ici, parce que la circulation peut être ouverte, si on est chez un invertébré, autre qu'un annélide. Donc, par exemple, dans le cadre de notre programme, les crustacés. Puisque nous ne voulons pas, ça existe chez les insectes aussi, hein, mais nous ne voulons pas dessiner la circulation des insectes avec la surface d'échange, puisque ça ne leur correspond pas. Donc ici, c'est bien sûr, hein, puisqu'on a une pompe, le processus est bien sûr un processus de convection. Avec un deuxième mécanisme, qui est le mécanisme de transition allostérique. Et le mécanisme de transition allostérique, pourquoi c'est différent? On a dit, c'est à cause de la fraîcheur dans les poumons et de la chaleur produite par les organes, de l'acidité produite par les organes, alors que c'est légèrement basique dans les poumons, et puis l'effet du CO2 lui-même, qui permet la transition allostérique. Et après, nous avons aussi évoqué l'effet Haldane, le fait que la fixation de l'oxygène a un effet sur la fixation du CO2 et réciproquement. Ce que nous avons en fait dessiné en faisant les formes carbamine. Donc mécanisme de convection et de double transition allostérique, avec aussi des phénomènes possibles de contrôle. Donc il y a des systèmes de contrôle de la circulation. Alors on l'évoquera un peu dans le cœur. En fait, la ventilation et la circulation chez un mammifère sont contrôlées ensemble. Tout stimulus qui augmente la ventilation active le centre de contrôle de la circulation qui est juste à côté et active le cœur. Donc il y a un lien direct entre la ventilation et la circulation. Et d'ailleurs, un moyen de ralentir le cœur, par exemple, si on fait une crise d'angoisse, hein, souvent ce qui génère la crise d'angoisse, c'est de sentir ses propres battements cardiaques être rapides. Et ensuite, quelques millisecondes après, le cerveau interprète ça comme il doit y avoir un stimulus anxiogène quelque part, puisque le traitement non conscient des stimuli a amené une accélération cardiaque. Il se peut que ce traitement non conscient soit totalement non pertinent aussi. Si vous voulez à ce moment-là ralentir, eh bien on ralentit la ventilation. En ralentissant la respiration, par contre-coup, puisque la ventilation contrôle en activant mais aussi en ralentissant, le contrôle de la ventilation amène un contrôle de la fonction cardiaque. Mais on verra que ces contrôles sont quand même plus compliqués que ça. Il n'y a pas que la ventilation qui intervient dans le cas du contrôle cardiaque. Par exemple, il y a aussi tous les mécanorécepteurs lors d'un effort qui interviennent aussi
dans le contrôle du cœur. Et je vais faire ici une flèche vers le cœur, et pour le moment une autre flèche que vous n'êtes pas forcément en mesure de comprendre, en tout cas pour les 3,5, une flèche en direction des vaisseaux, et ce n'est pas pour rien que je vais la mettre vers les artères et non pas vers les veines, parce qu'il y a aussi un contrôle du diamètre des artères et de la quantité qui est distribuée aux différents organes. Donc ici, pour le cœur, c'est un contrôle du débit cardiaque, la quantité de sang que le cœur peut envoyer, et ici c'est un contrôle de la répartition entre les organes. Donc nous verrons tous ces points dans le prochain cours. Donc je le mets juste là pour information, mais bien sûr vous n'avez pas les mécanismes qui leur sont associés. Reste le cas des insectes. Pour le cas des insectes, la surface d'échange est en fait directement la cellule trachéolaire. C'est ça en réalité, la surface d'échange chez un insecte. Donc ici la phase de transport, vous voyez que tout ça est remplacé par la convection directe de l'air, avec un niveau de contrôle qui est le contrôle des stigmates. Et non pas un contrôle comme ici de la circulation. Et alors j'aurais dû les mettre un petit peu plus loin, qu'on ait les organes l'un au-dessous des autres, donc je vais agrandir un peu les organes. Donc ici, vous voyez que le phénomène est complètement différent. On est toujours sur un phénomène de convection, donc ça, fondamentalement, c'est pas différent, mais c'est de la convection du fluide externe et non pas de la convection du fluide interne. C'est la convection de l'air. C'est pour ça que je reprends le même code couleur. C'est la convection de l'air qui assure la distribution aux organes, avec à la fin, comme on l'a évoqué, grâce au liquide trachéolaire, un phénomène de diffusion. Et grâce à ce phénomène de diffusion, une possibilité de contrôle de la distribution et des échanges qui se font directement entre la trachéole et les organes. Donc ici on a un schéma bilan global des différents processus que l'on a un peu segmentés. La ventilation et son contrôle, hein. Il y a des possibilités de contrôle par l'oxygène ou par le CO2 de la ventilation. Ensuite, la surface d'échange avec les caractéristiques qui sont propres à son plan d'organisation. Et puis la circulation, simple, double, ouverte, fermée, hein, tout est possible. Et avec, dans le cas des vertébrés, le rôle particulier de l'hémoglobine dans le transport de ces gaz respiratoires, et puis le système complètement différent des insectes, où il y a une distribution directe. Donc ici, on voit les différentes possibilités d'adaptation au milieu. Donc il y a une première adaptation possible qui est les adaptations que l'on a vues à propos de la convection. Donc une convection bidirectionnelle. Alors il faudra encore un autre code couleur, mais j'ai plus tellement de stylos. Je suis un petit peu limitée pour montrer les adaptations. Donc je vais écrire en italique du coup. Une circulation bidirectionnelle pour l'air, unidirectionnelle pour l'eau. Donc en italique et en bleu foncé, ce sont les adaptations. Donc ça, ce sont des adaptations fonctionnelles avec donc différents organes différents. On fait le même type de circulation adapté à la densité de l'eau. Une possibilité de circulation comme je l'ai dessiné
à contre-courant de la circulation du fluide. Donc ça c'est chez le poisson. Chez le poisson téléostéen. Ce qui permet un rendement dans l'extraction d'oxygène qui est meilleur et qui compense un peu la faible teneur en oxygène de l'eau. Ensuite, il y a des adaptations au niveau de la circulation. En particulier, la double circulation est une adaptation qui permet d'avoir une surface d'échange particulièrement fine dans le cas des poumons. Il y a des adaptations en fonction du type d'hémoglobine chez les différents vertébrés, mais ça dépasserait largement le cadre de notre programme. On le reverra dans la phylogénie, qu'il y a différentes hémoglobines, mais on ne le verra pas du point de vue fonctionnel. Donc ça peut modifier l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène entre les organismes, mais nous ne l'avons pas vu. Nous, ce que nous avons vu, c'est les changements au sein d'un même organisme, donc les adaptations physiologiques. Dans les adaptations physiologiques, bien, il y a bien sûr tous les contrôles qui permettent à l'organisme d'adapter sa respiration et sa ventilation à son activité du moment. Donc ça, c'est vraiment local, transitoire. Et puis, on a vu que dans les adaptations possibles aussi, on avait la quantité de 2-3 BPG si on allait en altitude et la quantité d'hématie qui faisait une adaptation en 3 semaines à l'altitude. Mais ça, ce sont vraiment des adaptations ponctuelles, hein, ce n'est pas le résultat d'une longue évolution. Donc c'est ce qu'on va appeler une adaptation physiologique. L'organisme change un petit peu son fonctionnement et ça lui permet de s'adapter aux nouvelles conditions. Et dans le cas des insectes, on a vu qu'il y a des adaptations en particulier aux périodes sèches où il y a un contrôle des stigmates avec des fermetures durables des stigmates pendant plusieurs heures pour éviter les pertes d'eau. Et c'est ça qui fait la remarquable résistance d'un certain nombre d'insectes à la sécheresse. Ils peuvent vivre dans des climats très secs et semi-désertiques. Eh bien, merci pour m'avoir suivi jusqu'au bout de ce schéma. On a fini pour le cours donc sur la respiration des animaux. Et donc la séance de vendredi est finie. Cette semaine en distanciel est finie. Je vous retrouve en présentiel la semaine prochaine. Envoyez-moi les questions avant et de toute façon, on commencera la semaine en présentiel par une séance de questions-réponses.